Correction du contrôle sur le chapitre 4, c'est-à-dire sur les mélanges pour la classe de 5e. Alors, donc, pour la correction, un premier document vous donnait la composition de l'eau de mer. Donc, l'eau de mer est composée à 96,5% d'eau et le reste en sel. Le sel est lui-même composé de plusieurs substances. Donc dans le sel, on retrouve du chlore, du sodium, du sulfate, du calcium, du magnésium, etc. Alors, première question, l'eau de mer est-elle un corps pur, un mélange homogène ou un mélange hétérogène? Donc l'eau de mer, on voit qu'elle est composée d'eau et de sel. Donc il ne s'agit pas d'un corps pur puisqu'il n'y a pas qu'une seule substance, il y en a plusieurs. Donc il s'agit d'un mélange. Et étant donné qu'on ne fait pas la distinction entre l'eau et le sel, donc c'est un mélange homogène. Alors, question 2. Quel est le solvant dans l'eau de mer? Donc, dans l'eau de mer, le solvant, c'est le liquide qui va permettre de dissoudre le soluté. Le liquide, c'est l'eau. Donc, le solvant est l'eau. Donc, ici, on va écrire le solvant est l'eau. Quel est le soluté dans l'eau de mer? Donc le soluté dans l'eau de mer, c'est la substance qui est dissoute. Donc ici, il s'agit du sel. Le soluté est le sel. Le soluté dans l'eau de mer n'est pas un corps pur, mais un mélange. Justifiez cette affirmation en donnant le nom des deux constituants majoritaires. Donc on voit bien que le sel ici, c'est le soluté. Ce n'est pas un corps pur parce qu'il y a plusieurs substances qui composent le sel. Il faut donner les deux substances majoritaires. Donc en majorité, on a le chlore qui est présent à 55% et le sodium qui est présent à 30,6%. Donc les deux constituants majoritaires sont le chlore et le sodium. Oui, on n'a pas justifié cette affirmation. Donc le sel est un mélange car composé de plusieurs substances. Et donc on a donné les deux constituants majoritaires. Justifié par un calcul que le pourcentage de soluté dans l'eau de mer est de 3,5%. Donc on voit que dans l'eau de mer, on a 96,5% d'eau. Le reste correspond aux solutés, c'est-à-dire au sel. Donc l'eau de mer, c'est 100%. Donc on va faire les 100% d'eau de mer, moins les 96,5% d'eau. Ça donne 3,5% de soluté. Voilà le calcul. Ensuite, quelle est la masse de sel dans 1 litre d'eau de mer? Alors, dans 1 litre d'eau de mer, ici on vous donne la quantité pour 1000 g d'eau de mer, c'est-à-dire 1 litre. Dans 1 litre d'eau de mer, on a 965 g d'eau. Le reste en soluté. Donc, 1000 g, c'est-à-dire les 1 litre, 1000 g d'eau de mer, moins les 965 g d'eau, il va rester 35 g de sel. Donc ici, c'était la question 5A. Il y a 35 g de sel dans l'eau de mer. Question B. Sachant que l'on peut dissoudre au maximum 360 g de sel dans 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius, l'eau de mer est-elle une solution saturée? Donc, on peut verser, cette phrase en fait signifie que l'on peut verser au maximum 360 g de sel dans l'eau. Donc, dans 1 litre d'eau. Si on dépasse cette masse de 360 g, on verra le sel. Le sel ne va plus se dissoudre dans l'eau et donc on dira que la solution est saturée. Dans 1 litre d'eau de mer, on n'a pas dépassé les 360 g puisqu'on a 35 g ici de sel. Donc ça signifie bien que l'eau de mer n'est pas une solution saturée. Donc est-elle une solution saturée? Non. On passe à la deuxième partie qui concerne les marées noires. Donc
Ici, il y a un document qui vous explique ce qu'est une marée noire et quelles sont les conséquences. Question 6. Quel est le nom de l'élément déversé dans l'eau de mer dans le cas d'une marée noire? Donc, on vous dit bien que dans le cas d'une marée noire, en fait, l'élément, donc déversement d'une importante quantité de je peux pas surligner, de pétrole brut. Donc, ici, l'élément déversé dans l'eau de mer est le pétrole. Il s'agit de pétrole. Ensuite, cet élément est-il miscible avec l'eau de mer? Donc, vous voyez bien ici que le pétrole ne se mélange pas à l'eau de mer. On fait la distinction entre les deux. Donc, c'est bien un mélange hétérogène. Si c'est un mélange hétérogène, ça veut dire que les deux éléments, eau de mer plus pétrole, ne sont pas miscibles. Donc, non, ils ne se mélangent pas. On a reproduit en laboratoire ce que l'on observe suite à une marée noire. Identifier l'eau de mer, le sable est l'élément responsable des marées noires. Donc, au fond, le 1, il s'agit du sable. Donc, c'est le 1. Ensuite, en 2, l'eau de mer. Eau de mer en 2. Et en 3, le pétrole. Donc, le pétrole, c'est l'élément responsable des marées noires. Ici. Donc, vous voyez bien, le pétrole est à la surface. Le pétrole est moins dense que l'eau. Question 9. Ce mélange est-il homogène ou hétérogène? Vous voyez bien qu'on fait la distinction entre ces trois parties, donc pétrole, eau de mer et sable. Donc, cela signifie que c'est un mélange hétérogène. Question 10. Quelle conséquence majeure à ces marées noires est présentée dans le document 2? Donc, surtout dans ce paragraphe, on explique que la chaîne alimentaire aquatique est totalement perturbée. Donc, on va noter la chaîne alimentaire aquatique est perturbée. Alors, eau naturellement gazeuse, document 3. Donc, on vous parle de l'eau de Didier. Question 11. De quel phénomène provient le gaz présent dans l'eau de Didier? Donc, on vous dit que l'eau de Didier est d'origine météorique. Le gaz issu du dégazage du magma provient de failles profondes. Donc, le gaz provient du dégazage du magma. Donc, de quel phénomène provient le gaz? Alors, le gaz provient du dégazage du magma. Quel est le nom du gaz présent dans l'eau de Didier? Donc là, dans la leçon, on avait vu que dans toutes les boissons gazeuses, que ce soit naturellement ou artificiellement, le gaz présent dans ces boissons est du dioxyde de carbone. Donc, ce gaz se nomme dioxyde de carbone. On passe à la question 13. Identifier les éléments du montage ci-dessous. Donc là, on a la boisson gazeuse, la boisson pétillante qui chauffe dans un ballon. Le ballon, c'est le 2. Donc le ballon, ici, le 2. Pour chauffer, on va utiliser un chauffe-ballon qui est ici. Le chauffe-ballon, c'est le 3. Quand on chauffe cette boisson, le gaz qui est le dioxyde de carbone va s'échapper ici et va passer dans le tube de dégagement. Donc le tube de dégagement, c'est le 1. Ok. Le gaz va arriver et va chasser l'eau qui était dans le tube à essai pour la remplacer et pour se mettre donc dans ce tube à essai. Donc ici, le 4, il s'agit du tube le 4 du gaz qui est à l'intérieur, le gaz recueilli. Le gaz recueilli, c'est le 4. Et le 5, on voit bien là, ça ne montre pas l'intérieur mais l'extérieur. Donc il s'agit bien du tube à essai pour le 5. Donc voilà. Je reprends. Le 1, c'est le tube de dégagement. Le 2, le ballon. Le 3, chauffe-ballon. Le 4, le gaz, puisqu'on montre l'intérieur du tube. Et le 5, le tube à essai. Question 14. Cette technique se nomme, on choisit,
Donc là, il s'agit bien de la récupération d'un gaz par déplacement d'eau. On a déplacé l'eau qui était dans le tube à essai ici, et le gaz s'est mis à la place de l'eau. Donc récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Et dernière question, question 15. Comment peut-on identifier le gaz présent dans l'eau de Didier? Décrire l'expérience. Donc dans la leçon, on a vu que pour reconnaître le gaz qui est présent, donc on sait comment identifier le dioxyde de carbone. C'est grâce à l'eau de chaux. Donc on va verser dans ce tube à essai un peu d'eau de chaux. Si l'eau de chaux blanchit, c'est que ce gaz est bien du dioxyde de carbone. Alors ici, on va verser de l'eau de chaux dans le tube à essai contenant le gaz. Si l'eau blanchit, il s'agit du dioxyde de carbone. Voilà pour la correction de ce contrôle.